Je m'appelle Morgane, j'ai 32 ans et je suis mère célibataire d'Ethan, mon merveilleux fils de 6 ans. Je quitte la maison de mes parents en voiture, les larmes aux yeux, tandis qu'Ethan est assis tranquillement à l'arrière. Aujourd'hui, j'étais censé fêter Thanksgiving dans la joie, mais j'ai été humilié et mise à la porte publiquement parce que ma sœur, Amanda, ne veut pas me voir. Le pire? Je paie les factures de mes parents depuis 5 ans. Avant de vous raconter comment ma famille m'a brisé le cœur aujourd'hui, dites-moi d'où vous me regardez. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez découvrir d'autres histoires de trahison familiale et comment j'ai finalement pris ma défense et celle de mon fils. En grandissant, j'ai toujours pensé que nous formions une famille soudée, mes parents, Robert et Catherine, ma sœur cadette, Amanda, et moi. Nous vivions dans une modeste maison de banlieue du Connecticut, dînions ensemble le dimanche et partions chaque année en vacances d'été à la plage. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la famille américaine idéale, mais sous la surface, il y avait toujours un courant sous-jacent que je n'ai pu identifier qu'une fois plus âgé. Amanda est née quand j'avais 4 ans. Je me souviens avoir été tellement heureuse d'avoir une petite sœur, mes parents m'ont emmenée à l'hôpital et j'ai apporté un petit lapin en peluche pour lequel j'avais économisé mon argent de poche. Même à cet âge, je voulais être la meilleure grande sœur possible. J'ai encore des photos de moi tenant bébé Amanda dans mes bras, la regardant avec une adoration absolue. En grandissant, j'ai commencé à remarquer des différences dans la façon dont nos parents nous traitaient. Quand Amanda pleurait, tout le monde se précipitait pour la réconforter, quand je pleurais, on me disait d'être une grande fille. Quand Amanda avait des difficultés à l'école, nos parents engageaient des tuteurs et discutaient longuement avec ses professeurs, quand j'avais toujours d'excellentes notes, c'était tout simplement normal. C'est comme ça, Morgane, disait ma mère à ses amis. C'est notre fille responsable. Au début, j'étais fier d'être l'enfant responsable. J'étudiais dur, je participais à toutes les activités extrascolaires possibles et j'aidais à la maison sans qu'on me le demande. Entre-temps, Amanda a développé un don pour la manipulation, elle cassait quelque chose et me blâmait, pleurait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait, créait des drames là où il n'y en avait pas, et nos parents ont tout permis. Ta sœur est plus sensible, m'expliquait-il quand je remettais en question cette politique de 2 poids, 2 mesures. Elle a besoin de plus d'attention. Au lycée, le modèle était bien établi. J'étais capitaine de l'équipe de débat, rédactrice en chef du journal de l'école et en bonne voie pour obtenir une bourse. Amanda était populaire, mais constamment en difficulté, elle séchait les cours, se faisait prendre avec de l'alcool, rentrait après le couvre-feu. À chaque fois, nos parents trouvaient des excuses, elle se cherche. Après mon diplôme, j'ai intégré l'université d'État grâce à une bourse partielle, avec une double spécialisation en commerce et en finance. J'ai travaillé à temps partiel pour couvrir le reste de mes dépenses. Amanda, 2 ans après moi, a à peine obtenu son baccalauréat qu'elle a immédiatement intégré un collège communautaire, entièrement financé par nos parents. En première, j'ai rencontré Jason. Il était charmant, ambitieux et semblait sincèrement se soucier de moi. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans avant de nous marier juste après l'obtention de notre diplôme. J'avais 22 ans, peut-être trop jeune, mais j'étais amoureuse et je croyais que nous pourrions construire une vie merveilleuse ensemble. J'ai décroché un emploi dans un cabinet de conseil financier réputé, tandis que Jason travaillait dans le marketing. Nous avons acheté une petite maison et commencé à planifier notre avenir. Quand je suis tombée enceinte d'Ethan 1 an plus tard, nous étions aux anges, tout semblait parfait, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Alors que j'étais enceinte de 7 mois, j'ai découvert que Jason trompait une collègue. Cette trahison m'a anéanti. Après plusieurs tentatives infructueuses de thérapie, nous avons divorcé alors qu'Ethan n'avait que 3 mois. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée mère célibataire avec une carrière exigeante et un nouveau-né. Ces premières années ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais toute la journée, j'allais chercher Ethan à la garderie et je passais mes soirées à m'occuper de lui tout en répondant à ses mails professionnels une fois endormi. Les week-ends étaient consacrés à la lessive, à la préparation des repas et à essayer de donner à Ethan un semblant d'enfance normale. Pendant tout ce temps, mes parents m'aidaient occasionnellement à garder les enfants, mais ils étaient souvent trop occupés, généralement avec quelque chose en rapport avec Amanda, qui avait alors abandonné ses études au collège communautaire et oscillait entre des emplois au salaire minimum et des petits amis. Malgré les difficultés, j'ai persévéré. À 3 ans, Ethan avait déjà été promu 2 fois et gagnait enfin assez pour me sentir en sécurité financièrement. J'ai acheté une maison plus confortable dans un bon quartier scolaire et j'ai pu bâtir un avenir solide pour mon fils. Puis, il y a 5 ans, tout a basculé.
Mon père a eu une crise cardiaque pas grave, mais qui a été un signal d'alarme. Pendant sa convalescence, j'ai appris que mes parents étaient en grande difficulté financière. Des années passées à soutenir Amanda, combinées à une mauvaise planification financière et à la capacité de travail réduite de mon père, les avaient exposés à une possible saisie immobilière. Sans hésiter, je suis intervenu. J'ai remboursé leurs dettes les plus importantes, commencé à payer leurs prêts immobiliers et leurs charges, mis en place des virements automatiques pour leurs factures mensuelles et ajouté leurs enfants à mon assurance maladie. Quand leur voiture est tombée en panne, je les ai aidés à en financer une nouvelle, quand ils ont eu besoin d'un nouveau toit, je l'ai payé. Au total, j'ai dépensé plus de 120 000 $ pour les soutenir ces 5 dernières années. Pendant ce temps, la vie d'Amanda poursuivait son cours chaotique. Elle emménageait avec un nouveau petit ami, trouvait un emploi, semblait stable pendant quelques mois, puis la relation explosait et elle revenait chez mes parents, au chômage et déprimée. Elle développait des problèmes de toxicomanie, oscillant entre alcool et médicaments, suivant occasionnellement des cures de désintoxication financées par mon argent. Malgré tout, j'ai maintenu une relation avec mes parents, principalement pour le bien d'Ethan. Je voulais qu'il ait des grands-parents dans sa vie, qu'il vive ce lien privilégié. Un dimanche sur 2, nous allions dîner ensemble, j'écoutais les critiques subtiles de ma mère sur mon rôle de parent, les diatribes politiques de mon père et le dernier drame d'Amanda aussi elle prenait la peine d'être présente. « Tu as tellement de chance, Morgane », disait souvent ma mère. « Tout te vient si facilement. » Je me mordais la langue en repensant aux semaines de 60 heures, aux nuits passées à pleurer d'épuisement, à la lutte constante pour être tout pour Ethan tout en construisant ma carrière. Rien n'avait été facile, j'avais gagné toute cette stabilité grâce à ma détermination et à mon travail acharné. Mais la famille, c'est la famille, me suis-je dit, alors j'ai continué à être présente, à payer leurs factures, à espérer que nous deviendrions la famille aimante et solidaire que j'avais toujours voulu. Cet espoir a perduré jusqu'à Thanksgiving. Cette année, j'étais vraiment enthousiaste. Ethan a maintenant 6 ans, assez grand pour participer pleinement aux traditions des fêtes et créer des souvenirs inoubliables. J'avais prévu d'organiser un dîner chez moi, une première. Je voulais instaurer nos propres traditions, faire de notre maison le centre des réunions de famille. 3 semaines avant Thanksgiving, j'ai appelé mes parents pour les inviter. En fait, ma chérie, a dit ma mère d'une voix enjouée, on pensait recevoir cette année. Ton père va beaucoup mieux, et on veut inviter tout le monde comme avant. J'étais déçu, mais je n'ai pas protesté. Bien sûr, maman, ça a l'air sympa. J'apporte quelque chose? Rien que vous, a-t-elle dit, et peut-être votre sauce au canneberge. Tout le monde adore ça. La semaine précédant Thanksgiving, je me suis lancé dans les préparatifs. J'ai emmené Ethan faire du shopping pour de nouvelles tenues, une jolie chemise boutonnée et un pantalon kaki pour lui, une robe pull bordeaux pour moi. Nous avons choisi des cadeaux attentionnés, une bonne bouteille de whisky pour mon père, une écharpe en cachemire pour ma mère, et même une carte cadeau pour la boutique de vêtements préférée d'Amanda même si je n'étais pas sûr qu'elle viendrait. J'ai préparé ma sauce au canneberge moi-même, en utilisant la recette de ma grand-mère avec du zeste d'orange et une touche de cannelle. Ethan m'aidait, debout sur un tabouret au comptoir, mesurant soigneusement les ingrédients, vêtu du tablier enfant que je lui avais acheté. « Tante Amanda sera-t-elle là ?» demanda-t-il tandis que nous remuions les canneberges qui mijotaient. La question me fit réfléchir. Amanda avait manqué les dernières réunions de famille, toujours avec une excuse de dernière minute. « Je ne suis pas sûr, mon pote, répondis-je honnêtement, mes grand-mère et grand-père seront certainement là. » 3 jours avant Thanksgiving, j'ai reçu un étrange appel de ma mère. « Morgane, ma chérie, commença-t-elle sur ce ton trop désinvolte qui annonce toujours une mauvaise nouvelle, je me demandais juste, est-ce que tu dois vraiment venir jeudi? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. « Comment ça, maman? C'est Thanksgiving. »« Oui, bien sûr, a-t-elle rapidement rétorqué. Je me disais juste, que tu es tellement occupé par le travail, et que le trajet peut être fatigant. Maman, c'est à 40 minutes de route, et j'ai déjà pris jeudi et vendredi, dis-je, la confusion grandissante. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, insista-t-elle. Je vérifie. On se voit jeudi. Environ 2 heures après avoir raccroché, je fixais mon téléphone, perplexe. De quoi s'agissait-il? Je me demandais s'il préparait une surprise, même si cela semblait peu probable compte tenu de nos antécédents familiaux. 2 jours avant Thanksgiving, j'ai appelé mon père pour confirmer notre heure d'arrivée.
Papa, on est toujours d'accord pour jeudi à 14 heures, n'est-ce pas? Il y a eu un silence avant qu'il ne réponde. Oui, c'est vrai. Écoute, Morgane, il y a quelque chose que tu dois savoir. Amanda traverse une période difficile en ce moment. Mon cœur se serra. C'est reparti. Que s'est-il passé cette fois-ci, demandai-je en essayant de dissimuler la lassitude dans ma voix. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, et je l'étais sincèrement. Malgré tout, Amanda restait ma sœur. Puis-je faire quelque chose pour t'aider? Non, non, dit-il rapidement. Sois juste compréhensif si elle semble un peu dérangée jeudi. Ta mère s'inquiète des tensions. Papa, j'essaie toujours de bien m'entendre avec Amanda, dis-je, une pointe de défensive perçant ma voix. Ce n'est pas moi qui crée les drames. Je sais, ma chérie, soupira Théil. C'est une période difficile. La veille de Thanksgiving, j'ai reçu un SMS de ma mère. Morgane, serait-il possible que tu viennes à 15 heures au lieu de 14 heures? J'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Mes soupçons se sont renforcés, mais j'ai répondu simplement, bien sûr, maman. Pas de problème. J'ai montré le texte à mon amie Rachel lorsque nous nous sommes rencontrés pour prendre un café cet après-midi-là. C'est bizarre, dit-elle en fronçant les sourcils. Surtout après qu'elle t'a demandé si tu devais vraiment venir. Il se passe quelque chose. Ils ont peut-être encore des problèmes d'argent, ai-je suggéré. J'ai remarqué que papa n'avait pas encaissé le chèque que je leur avais envoyé pour leurs impôts fonciers. Rachel m'a longuement regardé. Morgane, tu es trop gentil avec eux, surtout quand on sait à quel point ils aiment ta sœur. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise. Rachel avait suffisamment observé ma dynamique familiale au fil des ans pour avoir des opinions bien arrêtées à son sujet. C'est leur famille, ai-je répondu, comme toujours. La famille, ça devrait être une relation à double sens. Fais attention, d'accord? Ne les laisse pas abuser de ta gentillesse. Le matin de Thanksgiving s'est levé clair et lumineux. Ethan m'a réveillé tôt, bondissant sur mon lit d'excitation. Maman! Maman! C'est le jour de la dinde. J'ai ri et je l'ai serré dans mes bras. Oui, c'est vrai, mon pote. Joyeux Thanksgiving. Nous avons passé la matinée en pyjama, à regarder le défilé de Massies à la télévision. J'avais préparé 2 tartes à la citrouille la veille, et la maison sentait la cannelle et la muscade. Vers midi, nous avons commencé à nous préparer. Tu crois que c'est grand-mère qui faisait ces petits pains spéciaux, demanda Ethan tandis que je l'aidais à boutonner sa chemise. Je parie que oui, ai-je souri en me rappelant comment il en avait dévoré 3 à Noël dernier. Et oncle Thomas et tante Lily seront-ils là? Peut-être, ai-je dit. On le saura une fois sur place. En me maquillant, j'ai essayé de me débarrasser du sentiment de malaise qui s'était accumulé. C'est juste un dîner de famille, je me suis dit. Nous pouvons le gérer pendant un après-midi. Ethan porta soigneusement la sauce au canneberge jusqu'à la voiture, tandis que je le suivais avec les tartes. Son visage exprimait une telle excitation innocente que je résolus de faire de cette journée une bonne journée, malgré les tensions familiales. Prêt pour Thanksgiving, mon pote, ai-je demandé en l'attachant à son siège rehausseur. Prêt, s'exclama-t-il en me faisant un signe de pouce. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait chez mes parents, mais pour le bien d'Ethan, j'étais déterminé à gérer la situation avec grâce. Nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents à 15 heures précises. J'ai immédiatement remarqué plusieurs voitures inconnues garées le long de la rue. Étrange, je pensais. Maman n'avait pas mentionné la famille élargie ou les amis. Regarde, Ethan, dis-je en désignant une berline bleue. Je crois que c'est la voiture d'oncle Thomas et de tante Lily, ils sont venus, après tout. Le visage d'Ethan s'illumina. Il adorait mon oncle, qui apportait toujours des petits jouets et avait une patience infinie pour l'énergie d'un enfant de 6 ans. Nous avons rassemblé nos contributions à la sauce au canneberge, les tartes et les cadeaux soigneusement emballés et nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte pour révéler mon père, l'air mal à l'aise dans le pull que je lui avais acheté à Noël dernier. Morgane. Ethan, nous salua-t-il avec un sourire forcé. Entrez, entrez. La maison sentait bon, la dinde rôtie, la farce à la sauge et les fameux petits pains de ma mère. Mais l'accueil chaleureux habituel avait disparu, remplacé par une tension gênante impossible à manquer. Où dois-je les mettre, grand-père, demanda Ethan en tenant la sauce au canneberge à 2 mains. Dans la cuisine, mon pote, répondit mon père en ébouriffant les cheveux d'Ethan.
grand-mère est là-dedans. Tandis qu'Ethan s'enfuyait vers la cuisine, je me suis retourné vers mon père. Tout va bien, papa? Tu as l'air tendu. Avant qu'il puisse répondre, ma mère sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle me serra rapidement dans ses bras, nerveusement. Morgane, tu arrives pile à l'heure. Le dîner est presque prêt. Ses yeux se balançaient autour d'elle, sans vraiment croiser les miens. J'entendais des voix et des rires dans le salon, certainement plus de monde que je ne l'aurais cru. Qui d'autre est là, demandai-je. Oh, juste la famille, dit ma mère d'un ton vague. Thomas et Lily, la cousine Patricia et son mari, ta tante Sarah. Tandis qu'elle parlait, j'ai aperçu Ethan revenir de la cuisine, l'expression confuse. Avant que je puisse demander ce qui n'allait pas, une voix familière a traversé le couloir. Qu'est-ce que tu fais ici? Amanda se tenait à l'entrée du salon, les bras croisés, me lançant un regard noir et hostile. Ses cheveux étaient différents au teint en noir avec des pointes violettes et elle avait maigri depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais son air méprisant était quelque chose que je reconnaissais trop bien. La main de ma mère se porta à sa gorge. Amanda, s'il te plaît, c'est Thanksgiving. Tu as dit qu'elle ne viendrait pas, a rétorqué Amanda en me désignant du doigt comme si j'étais un intrus. Tu avais promis. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. Quoi? Je me tourne vers mes parents, de quoi parle-t-elle? Mon père s'avança, les mains levées d'un air apaisant. Allons, les filles, ne faisons pas ça dans le couloir. Tout le monde attend pour manger. Je ne suis pas assise à la même table qu'elle, déclara Amanda d'un ton dramatique. Tu sais quoi, elle a fait. Complètement déconcertée, je secouai la tête. Amanda, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vue. Oh, ne fais pas l'innocente, ricana-t-elle. C'est ce que tu as toujours fait, jouer la perfection tout en faisant la vie est un enfer. À ce moment-là, Ethan s'était retiré à mes côtés, sa petite main glissant dans la mienne. Je le sentais trembler légèrement. Maman, dis-je en essayant de garder une voix calme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Amanda agit-elle comme ça? Ma mère regarda le sol, puis mon père, puis enfin moi. Morgane, peut-être que ce n'est pas une bonne journée, finalement. Je suis resté là, stupéfait, tandis que le sous-entendu de ses paroles s'imposait. Est-ce que vous, nous demandez de partir? Du salon, j'entendis des voix chuchoter et le bruit des chaises. Mon oncle Thomas apparut derrière Amanda, l'air inquiet. Tout va bien ici, demanda-t-il en observant la scène. Non, rétorqua Amanda. Ils ont invité Zona Press m'avoir dit qu'elle ne serait pas là. Thomas parut perplexe. Morgane, mais elle vient toujours aux réunions de famille. Plus maintenant, déclara Amanda. Plus après ce qui s'est passé. Elle est fait. J'étais sans voix, ma confusion cédant la place à la colère. Amanda, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien dit de toi à personne, pas même à ma famille. Menteuse, cria-t-elle, forçant Ethan à se rapprocher de moi. Tout le monde me traite différemment, on me regarde comme si j'étais une ratée. Et ça a commencé juste après. Toi, j'ai déjeuné avec tante Sarah le mois dernier. Je me souvenais de ce déjeuner ou une petite discussion informelle où nous avions surtout parlé de l'école d'Ethan et de mon travail. Amanda était à peine apparue. Tante Sarah apparut alors derrière Thomas. Amanda, ma chérie, Morgane n'a rien dit de mal de toi. On était juste inquiets. Concernée, elle vous a tous monté contre moi, interrompit Amanda. Ma mère s'est interposée entre nous. S'il vous plaît, ne faisons pas ça aujourd'hui. Puis, à ma grande surprise, elle s'est tournée vers moi et m'a dit doucement, Morgane, ce serait peut-être mieux si toi et Ethan veniez une autre fois. Amanda a besoin de nous tout de suite. La trahison m'a frappé comme un coup dur. Maman, tu n'es pas sérieuse. Tu nous demandes de partir pour Thanksgiving. Mon père s'éclaircit la gorge. Juste une fois, Morgane. Amanda traverse une période très difficile, et le médecin dit que le stress pourrait déclencher une nouvelle crise. Encore un épisode, répétai-je. De quoi parles-tu? Elle n'a pas besoin de me connaître, intervint Amanda. Fais-la sortir d'ici. Ethan murmura en me tirant la main, pourquoi Amanda est-elle en colère? Pourquoi tout le monde se bat? Sa question innocente m'a brisé le cœur. C'était censé être un jour spécial pour lui. Je ne comprends pas, dis-je en regardant tour à tour ma mère et mon père.
Tu nous as invités. On a apporté à manger. Ethan attend ça avec impatience depuis des semaines. Je sais, ma chérie, dit ma mère sans me regarder dans les yeux, mais la famille doit passer en premier. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis, famille, maman, dis-je. Ma chère, dit mon père en passant un bras autour des épaules de ma mère, bien sûr que tu le es. Mais en ce moment, Amanda a besoin d'une attention particulière. Tu comprends, tu as toujours été la plus forte. Du salon parvint la voix de la cousine Patricia, le dîner est prêt? Les enfants commencent à avoir faim. Ce ne sera que dans quelques minutes, a répondu ma mère, la voix tremblante. Je me suis tourné vers Ethan, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai ramené tranquillement à la voiture. Thanksgiving était devenu une leçon sur les besoins de la famille et j'ai su immédiatement de quel côté nous ne nous rangerions plus jamais. D'une vivacité inhabituelle, elle se tourna vers moi et ajouta d'une voix plus basse, « Nous pouvons préparer de la nourriture pour que tu puisses l'emporter chez toi. » Je restais là, tenant la main d'Ethan, me sentant humilié et trahi. Ils allaient vraiment faire ça ou nous mettre dehors pour apaiser la colère inexplicable d'Amanda. Tu l'as choisi plutôt que nous, ai-je déclaré catégoriquement. Ce n'est pas comme ça, protesta faiblement mon père. C'est juste pour aujourd'hui, tu n'es pas le bienvenu à notre fête de famille, déclara Amanda d'un ton définitif. Alors prends ton gosse et va-t'en. Au mot, gamin, quelque chose en moi a craqué. Je supportais les insultes dirigées contre moi, mais pas contre mon fils. Ethan est ton neveu, ai-je dit d'une voix dangereusement basse. Il n'a rien fait pour mériter qu'on le dise ainsi. Amanda leva les yeux au ciel. Peu importe, pars. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils nous défendent, qu'ils remettent Amanda à sa place. Au lieu de cela, ma mère a dit, je vais vous emballer de la dinde et des pommes de terre, et prenez vos tartes, s'il vous plaît. On a plein de desserts. À cet instant, j'ai vu ma famille clairement peut-être pour la première fois. Cela faisait des années que je cherchais des excuses à leur comportement, me disant que le sang était plus fort que l'eau, que la famille restait unie quoi qu'il arrive. Mais ce n'était pas une famille, pas au sens propre du terme. Pas besoin, ai-je dit froidement. Garde la nourriture, garde les cadeaux, garde tout. Je me suis tourné vers Ethan, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Allez, mon pote. On va fêter Thanksgiving à notre façon. Mais, maman, protesta-t-il faiblement, et les petits pains de grand-mère? Ma mère tressaillit, mais ne dit rien. On fera nos propres petits pains, lui promis-je. Des meilleurs. Alors que nous nous préparions à partir, Amanda affichait un sourire triomphant. Mes parents semblaient gênés, mais ne firent aucun geste pour nous arrêter. Seul l'oncle Thomas s'avança. Morgan, attends. Commença-t-il. Mais je secouai la tête. Bon appétit, dis-je d'une voix ferme malgré la boule dans ma gorge. Ne t'inquiète pas pour nous. Tout ira bien. Et sur ce, j'ai guidé Ethan vers la porte, laissant derrière moi la sauce aux canneberges, les tartes, les cadeaux et toutes les illusions que j'avais encore sur ma famille. Les premières minutes dans la voiture furent silencieuses, à l'exception des reniflements d'Ethan sur la banquette arrière. Je serrais le volant si fort que mes jointures en devenaient blanches, me concentrant sur la route devant moi plutôt que sur les larmes qui menaçaient de couler. Maman? La petite voix d'Ethan brisa enfin le silence. Pourquoi grand-mère et grand-père étaient-ils méchants avec nous? J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir son visage perplexe. Comment expliquer une dynamique familiale toxique à un enfant de 6 ans? Ils n'ont pas été gentils aujourd'hui, ai-je dit prudemment. Parfois, les adultes font de mauvais choix. Mais c'est Thanksgiving, insista-t-il, les sourcils froncés. On est censé être ensemble pour Thanksgiving. C'est ce que tu dis toujours. Je sais, mon pote, ma voix s'est brisée. C'est comme ça que ça doit être. Ai-je fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'il voulait qu'on y aille. Sa question m'a transpercé le cœur. Non, Ethan. Tu n'as absolument rien fait de mal. Alors pourquoi? Je ne pouvais plus conduire. Arrivé dans un parc où nous allions souvent, je me suis garé et me suis tourné vers lui. Parfois, les relations familiales sont compliquées, ai-je dit. Tante Amanda est contrariée, et grand-mère et grand-père essaient de la réconforter. Ils ont eu tort de nous demander de partir. Ethan réfléchit. Tante Amanda était vraiment en colère? Oui, c'était vrai, dis-je doucement. Elle m'a traité de sale gosse.
sa lèvre inférieure tremblait. Je détachai ma ceinture et tendis la main pour lui prendre la sienne. C'était vraiment mal de sa part. Tu n'es pas un sale gosse, tu es un garçon merveilleux, gentil et intelligent, et n'importe qui aurait de la chance de passer Thanksgiving avec toi. Il hocha la tête, pas entièrement convaincu. On peut encore manger de la dinde malgré tout? Je me suis surpris à sourire. Absolument. On aura notre propre dîner de Thanksgiving. Tandis qu'Ethan regardait par la fenêtre l'aire de jeu déserte, j'ai sorti mon téléphone. 5 appels manqués, 3 de ma mère, 1 de mon père et 1 de l'oncle Thomas. Plusieurs SMS également. Maman, Morgane, s'il te plaît, comprends. Amanda a besoin de nous tout de suite. Appelle-moi. Papa, ne vous inquiétez pas. Nous nous rattraperons. Thomas, ce qui s'est passé était mal. Rappelle-moi plus tard. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. J'ai ouvert mon application bancaire et parcouru des mois de transactions, paiements automatiques à la société de crédit immobilier de mes parents, à leur fournisseur d'énergie, à leur compagnie d'assurance, 5 années de soutien financier totalisant plus de $2000 par mois. Je me suis surprise à penser à tous les anniversaires et fêtes que j'avais organisés pour eux malgré mon budget serré, au début de ma vie de mère célibataire, le Noël où j'avais réussi à réunir les fonds nécessaires pour un week-end à New York afin qu'ils puissent voir Casse-Noisette à Broadway, le dîner d'anniversaire que j'avais organisé dans leur restaurant préféré pour les 60 ans de papa, les innombrables fois où j'avais fait passer leurs besoins avant les miens et pourquoi? Pour être mise de côté dès qu'Amanda avait piqué une crise. Un souvenir m'a refait surface, la gratitude émue de ma mère lorsque je lui ai proposé de les aider à payer leur prêt immobilier après la crise cardiaque de mon père. On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi, Morgane, m'avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Tu as toujours été notre roc. Leur roc. Leur fille sur qui compter. Leur distributeur automatique personnel. Mon téléphone a vibré, un autre message de maman m'a contacté, j'ai préparé une assiette pour toi et Ethan. Ton père pourra te la déposer plus tard. L'audace était presque risible, ils nous ont exclus du repas de Thanksgiving, puis nous ont offert les restes en guise de lot de consolation. Ethan avait détaché sa ceinture et s'était approché de la fenêtre, observant un écureuil filer dans le parc. Sa résilience m'a impressionné, il trouvait déjà quelque chose d'intéressant malgré sa déception. Mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas mes parents. C'était ma tante Sarah. Après un instant d'hésitation, j'ai répondu. Morgane, ça va? Sa voix était inquiète. Pas vraiment, ai-je admis. Ils t'ont raconté ce qui s'est passé? J'ai tout vu, dit-elle d'un ton sombre. C'était horrible la façon dont ils vous ont traité, toi et Ethan. J'ai essayé de dire quelque chose après votre départ, mais Amanda s'est mise à pleurer et tout le monde a été distrait. De quoi parle-t-elle, Sarah? Je n'ai rien dit de mal d'elle à personne, soupira Sarah lourdement. C'est dans sa tête, ma puce. Elle raconte à tout le monde que tu répands des rumeurs à son sujet, que tu essaies de monter la famille contre elle. Personne n'y croit ou du moins personne de sensé ne met tes parents marche sur des œufs avec elle. Pourquoi inventerait-elle ça? Qui sait? Par jalousie, par déviation? Cette fille a vraiment besoin d'aide. Morgane, tes parents ne lui rendent pas service en tolérant ce comportement. Pendant qu'elle parlait, une notification de mon application bancaire est apparue, alerte de retrait inhabituel, $5000 du compte courant. Sarah, je dois y aller, dis-je brusquement. Il y a un problème avec mon compte en banque. Après avoir raccroché, j'ai vérifié l'historique de mes transactions. Effectivement, mes parents avaient retiré $5000 ce matin-là du compte joint que j'avais ouvert pour les dépenses d'urgence, le plus gros retrait qu'ils aient jamais effectué. Les mains tremblantes, j'ai envoyé un texto à mon père. Pourquoi avez-vous retiré $5000 aujourd'hui? Sa réponse est venue rapidement, urgence. On vous expliquera plus tard. Puis un texto de ma mère, Amanda avait besoin d'aide pour régler certaines dettes. On te remboursera bientôt. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté esséurante, ils avaient pris mon argent, une somme conséquente pour tirer Amanda de ses ennuis, le jour même où ils nous avaient exclus, Ethan et moi, du dîner de Thanksgiving. Et le pire? J'ai soudain réalisé qu'Amanda ignorait probablement que c'était moi qui payais leurs factures pendant toutes ces années. Ils avaient pris mon argent tout en lui faisant croire qu'ils étaient les responsables financiers. La trahison semblait totale, pas seulement l'humiliation d'aujourd'hui, mais des années à être utilisées sans rien recevoir en retour, si ce n'est des critiques et de l'amour conditionnel.
Mon téléphone a encore vibré avec un autre SMS de ma mère, tu amènes Ethan au spectacle de Noël la semaine prochaine? Il a ce solo, non? Le caractère désinvolte du message comme si de rien n'était a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il pensait vraiment pouvoir nous traiter ainsi et que tout reprendrait son cours normal. J'appelai Ethan doucement. Il se détourna de la fenêtre, prêt à rentrer et à célébrer Thanksgiving. Il hocha la tête et regagna son siège. Est-ce qu'on peut encore avoir de la tarte? A-t-il demandé. On prendra la meilleure tarte, ai-je promis. Et de la glace pour accompagner. Alors que je démarrais la voiture, j'ai senti quelque chose bouger en moi, une limite se formait enfin là où j'avais autorisé un accès illimité auparavant. Ensuite, les choses ne seraient plus jamais comme avant, et étrangement, cette pensée ne m'a pas fait autant de mal que je l'espérais. À notre arrivée, il était presque 16h30, l'heure idéale pour le dîner de Thanksgiving. Notre maison était étrangement silencieuse après l'atmosphère tendue qui régnait chez mes parents. Ethan a enlevé ses chaussures et m'a regardé avec impatience. « Qu'est-ce qu'on va manger, maman ?» J'ai posé mon sac à main, pris une grande inspiration et esquissé un sourire. « Voyons quelles sont nos options, mon pote. » Un rapide inventaire du réfrigérateur n'a révélé que peu de choses utiles. J'avais prévu de faire le plein de restes de Thanksgiving pour le week-end, donc je n'avais pas fait beaucoup de courses. Nous avions des œufs, du fromage, une demi-miche de pain et des produits de base. Et un petit déjeuner pour le dîner, ai-je suggéré. Des crêpes aux pépites de chocolat. Le visage d'Ethan s'illumina légèrement. On peut avoir du bacon aussi? Voyons si on en a, j'ai vérifié le congélateur. Pas de bacon. Allez, on va faire les courses et on va acheter de la vraie nourriture de Thanksgiving, rien que pour nous. Est-ce que quelque chose sera ouvert? Demanda Ethan. Le supermarché de Main Street reste ouvert jusqu'à 18h les jours fériés, ai-je répondu en reprenant mes clés. Partons à l'aventure. Ethan est resté silencieux pendant le trajet, ce qui m'a laissé le temps de réfléchir. Mon téléphone continuait de vibrer avec les messages de mes parents, mais je l'avais coupé. J'avais besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé et décider comment aller de l'avant. Le parking du supermarché était presque vide, juste quelques clients de dernière minute comme nous. À l'intérieur, le magasin était étrangement silencieux, avec seulement 2 caissières de service qui semblaient s'ennuyer. Voyons voir ce qu'il leur reste, dis-je en attrapant un chariot. Nous nous dirigeâmes d'abord vers le rayon traiteur. Miracle des miracles, dis-je à Ethan, ils ont encore plusieurs poulets rôtis précuits sous les lampes chauffantes. Ce n'est pas de la dinde, mais ça y ressemble. J'ai choisi le plus gros. Nous avons parcouru le magasin, rassemblant des articles, de la purée de pommes de terre instantanée, un mélange pour sauce, un sac de petits pains, de la sauce au canneberge, pas aussi bonne que la mienne, mais ça ferait l'affaire, et une tarte à la citrouille surgelée. Au rayon fruits et légumes, nous avons trouvé un sac de haricots verts solitaires. Le vrai Thanksgiving comprend des légumes verts, ai-je expliqué à un Ethan sceptique alors que nous débattions de la glace qui accompagnerait le mieux la tarte à la citrouille. Une femme de mon âge s'est approchée de nous. Elle avait un chariot similaire rempli de provisions de dernière minute pour Thanksgiving et un seul poulet rôti. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Les plans ont échoué. Pareil pour moi, dit-elle. Les enfants de ma sœur ont tous eu une gastro-entérite ce matin. Au fait, je m'appelle Sophie. Morgane, et voici mon fils, Ethan. Sophie sourit à Ethan. Quel âge as-tu? Si, répondit-il, oubliant momentanément sa déception tandis qu'il levait le nombre de doigts correspondants. Mon neveu a 6 ans aussi, dit Sophie. Il avait vraiment hâte de jouer avec ses cousins aujourd'hui. En discutant au rayon surgelé, j'ai été séduit par la gentillesse et la franchise de Sophie. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle habitait à quelques rues de chez nous, cela m'a semblé plus qu'une coïncidence. Ça peut paraître bizarre, dit Sophie alors que nous nous dirigions vers la caisse, mais est-ce que vous aimeriez dîner avec moi? J'ai tout ce qu'il faut, et ça me paraît ridicule de manger seul quand on est dans le même bateau. J'ai hésité en regardant Ethan. C'est très gentil, mais on ne veut pas s'imposer. Ce n'est pas du tout une contrainte, insista Sophie. En fait, tu me rendrais service. Thanksgiving à lui seul est assez déprimant. Ethan tira sur ma manche. On peut, maman, s'il te plaît? En voyant son visage plein d'espoir, j'ai pris une décision. Si tu es sûr, on serait ravis. Nous avons convenu de suivre Sophie jusqu'à chez elle. Après avoir réglé la note et chargé nos courses dans la voiture,
je me suis sentie plus légère que jamais. Parfois, la gentillesse surgit de l'inattendu. La maison de Sophie était une charmante maison de style artisanal avec une porte rouge vif. L'intérieur était chaleureux et accueillant, pas parfaitement rangé, mais confortable, avec des livres empilés sur des tables basses et des œuvres d'art colorées au mur. Faites comme chez vous, dit Sophie en nous conduisant à la cuisine. Je ne suis pas une grande chef, mais je sais cuisiner un poulet rôti. Alors que nous préparions ensemble notre dîner improvisé de Thanksgiving, j'ai appris que Sophie était une infirmière pédiatrique récemment revenue en ville après un divorce. Elle était d'un naturel facile à aborder, elle riait aux blagues d'Ethan et ne pleurait jamais lorsque je donnais des réponses vagues sur nos projets initiaux pour Thanksgiving. Au moment de nous asseoir pour manger, Ethan avait complètement oublié sa déception. Il disposait fièrement les petits pains dans un panier tandis que Sophie découpait le poulet et que je préparais la purée de pommes de terre instantanée. Devrions-nous dire ce pourquoi nous sommes reconnaissants, suggéra Sophie tandis que nous nous installions à sa table, qu'elle avait rapidement dressée avec des assiettes et des bougies dépareillées. Je vais commencer, proposa Ethan. Je suis reconnaissant pour le poulet qui a le goût de dinde, pour mes nouveaux amis et pour la glace. Sophie et moi avons ri. Je suis reconnaissante envers les invités inattendus qui rendent ces vacances spéciales, a-t-elle déclaré. Quand mon tour est venu, j'ai senti une boule dans la gorge. Je suis reconnaissante envers les gentils inconnus et les nouveaux départs. Pendant tout le dîner, mon téléphone a continué à vibrer dans mon sac. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur la chaleur authentique de notre célébration improvisée. Après avoir fini de manger, Ethan regardait tranquillement un film de Noël dans le salon de Sophie. J'ai enfin vérifié mes messages, 23 SMS et 11 appels manqués, la plupart de mes parents, mais aussi d'Amanda, d'oncle Thomas et de tante Sarah. Le dernier message de ma mère disait « Morgane, réponds-moi, on s'inquiète pour toi ». Je suis allé sur le porche arrière de Sophie pour plus d'intimité et j'ai appelé mon amie Rachel. « Oh mon Dieu, Morgane, répondit-elle aussitôt. Où étais-tu ? J'essaie de te joindre depuis des heures. Désolé, dis-je. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Ça fait une journée. Ta mère m'a appelé pour me demander si j'avais eu de tes nouvelles. Elle m'a dit qu'il y avait eu un malentendu au dîner de Thanksgiving. Que s'est-il passé ? Je lui ai donné la version condensée, ma voix tremblant parfois tandis que je racontais l'humiliation d'avoir été prié de partir. Ils t'ont pris $5000 aujourd'hui après t'avoir mis à la porte. L'indignation de Rachel à mon égard était une confirmation. Oui, dis-je amèrement. Morgane, il faut que ça cesse, ils se servent de toi. Je sais, soupirai-je. Je crois que je l'ai toujours su, mais aujourd'hui, c'était impossible de l'ignorer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je m'appuyais contre la balustrade du porche, regardant les étoiles émerger dans le ciel du soir. Je n'en suis pas encore sûr, mais il faut que les choses changent. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à ma mère, Ethan et moi sommes sains et saufs. On te recontactait demain. J'ai ensuite rédigé un courriel à mes parents, décrivant en détail les années de soutien financier que je leur avais apporté et la profonde douleur que j'avais ressentie aujourd'hui. Je ne l'ai pas envoyé, il aurait fallu le retravailler, car je n'étais pas aussi ému, mais le rédiger m'a permis de clarifier mes idées. De retour à l'intérieur, j'ai trouvé Sophie en train de nettoyer pendant qu'Ethan somnolait sur le canapé. Il a eu un accident violent, dit-elle en souriant. Trop d'excitation et de tarte. Merci pour ça, ai-je dit sincèrement. Tu as sauvé notre Thanksgiving. Un sauvetage mutuel, répondit Sophie. Sinon, la nuit aurait été solitaire. Tandis que nous discutions en faisant la vaisselle, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec ma famille. Sophie écoutait sans me juger, hochant parfois la tête. La dynamique familiale peut être si complexe, a-t-elle finalement dit. Mais parfois, la distance est la solution la plus saine. Je commence à m'en rendre compte, ai-je admis. Au moment où j'ai porté Ethan endormi jusqu'à la voiture, Sophie et moi avions échangé nos numéros de téléphone et fait des plans provisoires pour un rendez-vous de jeu avec son neveu. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, une douleur résiduelle due à la trahison de ma famille, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pendant des années, j'avais porté le poids des besoins financiers de mes parents et des drames d'Amanda. À quoi ressemblerait la vie sans ce fardeau ? De retour à la maison, j'ai bordé Ethan et je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai d'abord transféré le solde du compte joint avec mes parents sur mon compte personnel. Ensuite,
j'ai rédigé un courriel à mon conseiller financier pour demander un rendez-vous urgent. Enfin, j'ai écrit un nouveau courriel, plus calme, à mes parents. Maman et papa, aujourd'hui a été profondément blessant et irrespectueux envers Ethan et moi. J'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour notre relation. Merci de ne pas me contacter pendant quelques jours, je vous recontacterai dès que je serai prête à discuter. Concernant le retrait de $5000, j'attends une explication complète de l'utilisation de cet argent. En attendant, j'ai fermé notre compte joint et je vais reconsidérer notre arrangement financier. Morgan. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. Le lendemain matin, j'ai appelé mon bureau et demandé 2 jours de congé. J'avais besoin de temps pour mettre les choses au clair et élaborer un plan pour la suite. Tandis qu'Ethan jouait avec ses Legos, j'ai dressé une liste détaillée de tout le soutien financier que j'avais apporté à mes parents, avec date et montant. Le total était ahurissant, plus de $150 000, en incluant les frais médicaux, les réparations et les factures mensuelles. À titre de comparaison, j'ai créé une deuxième colonne répertoriant ce que j'avais reçu en retour, babysitting occasionnel, carte d'anniversaire et critique sur mon rôle de parent. Voir tout cela si clairement a facilité ma décision. Au moment où mon conseiller financier m'a rappelé, j'étais prêt à discuter des options pour me libérer des finances de mes parents sans les laisser dans le dénuement. Nous pouvons mettre en place une structure d'accompagnement décroissante, a-t-il suggéré. Réduire les versements progressivement sur 6 mois pour leur laisser le temps de s'adapter. Cela me semble raisonnable, ai-je acquiescé. Et je veux que tout soit formellement documenté. 3 jours après Thanksgiving, j'ai reçu un message vocal détaillé de tante Sarah. Elle avait appris par oncle Thomas que mes parents s'attribuaient le mérite d'avoir aidé financièrement Amanda, utilisant mon argent tout en faisant croire que c'était leur propre générosité. Au dîner de Thanksgiving, ils ont dit à tout le monde, après ton départ, on a payé le dernier séjour d'Amanda en cure, rapporta Sarah avec indignation. Je sais pertinemment que c'était ton argent, Morgan. Il faut que ça cesse. Forte de cette confirmation finale, j'étais prête à affronter mes parents. J'ai organisé une sortie pour Ethan avec le neveu de Sophie et je suis allé chez eux avec mon dossier de documents. Il était temps de fixer de nouvelles limites, non seulement pour moi, mais aussi pour Ethan. Il méritait mieux que de voir sa mère être méprisée et exploitée par ceux qui devraient l'aimer le plus. En arrivant dans leur allée, je me suis senti étonnamment calme. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais bien agi. L'époque où l'on était le distributeur automatique de billets de la famille et où l'on ne recevait que des critiques en retour était officiellement révolue. Je suis resté assis dans ma voiture devant la maison de mes parents pendant quelques minutes, rassemblant mon courage. Le dossier de documents financiers sur le siège passager représentait des années de dons à sens unique. Une partie de moi aurait simplement voulu le leur envoyer par la poste et couper tout contact, mais je savais que cela ne me permettrait pas de tourner la page. Prenant une grande inspiration, j'ai attrapé le dossier et me suis approché de la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte, révélant ma mère, l'air à la fois soulagée et inquiète. Morgan, heureusement. On était si inquiets. Puis-je entrer ? J'ai demandé formellement, en gardant une distance émotionnelle. Bien sûr, répondit-elle en s'écartant. Ton père est au salon. On pensait que tu viendrais aujourd'hui. La maison avait exactement le même aspect que pour Thanksgiving, même si les décorations festives semblaient presque moqueuses. Mon père se leva de son fauteuil à mon entrée, son expression était difficile à déchiffrer. Morgan, acquiesça-t-il. Content de te voir. Amanda est là. Je suis resté debout pendant qu'il s'asseyait. Non, elle ne l'est pas. Ma mère répondit rapidement, Morgan, à propos de Thanksgiving, avant qu'on en discute. Je l'ai interrompu, j'aimerais en parler. J'ai ouvert le dossier et posé une feuille de calcul sur la table basse entre nous. Ceci est un relevé de tout le soutien financier que j'ai apporté ces 5 dernières années. Mes parents échangèrent un regard inquiet, mais ne touchèrent pas aux documents. Nous savons que vous avez été généreux, commença mon père, et nous apprécions vos $153 742. J'ai répondu sans embâge, c'est le total, y compris les $5000 que tu as retirés sans m'en parler au préalable. Ma mère porta la main à sa gorge. C'est impossible. C'est exact, dis-je en sortant mes relevés bancaires. Voici tous les paiements hypothécaires, les factures de services publics, les frais médicaux, les mensualités de voiture, les réparations et les transferts d'argent, 5 années passées à subvenir aux besoins de ce foyer.
Mon père s'éclaircit la gorge. Allons, Morgane, la famille s'entraide. Quand tu as eu besoin de babysitting, j'ai aussi calculé ça. J'ai continué en sortant un autre papier. Sur la base des tarifs standards, le babysitting que tu as fourni coûterait environ $2800. Il reste donc une différence de 150 942 $. On ne compte pas les points, protesta faiblement ma mère. Apparemment non, ai-je répondu, parce que si c'était le cas, vous auriez peut-être réfléchi à 2 fois avant de nous humilier, ton petit-fils et moi, à Thanksgiving. Ils ont au moins eu la grâce d'avoir l'air honteux. Amanda était dans un état critique, expliqua mon père. Le médecin a dit qu'un autre épisode pourrait. Qu'est-ce qui ne va pas chez Amanda exactement, ai-je demandé directement. Elles ont échangé un regard. Ma mère a soupiré. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Les médecins disent que cela explique ses sautes d'humeur, sa toxicomanie et son incapacité à entretenir des relations. C'était la première fois que j'entendais parler d'un diagnostic formel. Quand est-ce arrivé? Il y a environ 1 an, a admis mon père, après cet incident de Noël. Je me suis souvenu de l'incident, Amanda était arrivée avec 3 heures de retard, visiblement ivre, s'était disputée avec ma mère et était partie en trombe. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Amanda ne voulait pas que quiconque le sache, expliqua ma mère. Elle était gênée. Alors, tu m'as laissé croire qu'elle était juste Amanda. J'ai dit avec incrédulité, vous m'avez laissé croire qu'elle choisissait d'être difficile plutôt que de lutter contre un problème de santé mentale. Nous respections sa vie privée, a insisté mon père. Je secouai la tête, incrédule. As-tu une idée de l'impact que cela a eu sur ma perception d'elle et de toi pendant des années? Nous essayons de l'aider, a dit ma mère sur la défensive. En utilisant mon argent sans me dire à quoi il servait vraiment, en lui laissant croire que c'était toi qui la soutenais, en lui permettant de me traiter comme un ennemi avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir? La porte d'entrée s'ouvrit et Amanda entra. Elle se figea en me voyant, ses yeux se plissant immédiatement. Que fait-elle ici? Demanda-t-elle, l'hostilité dans sa voix inchangée depuis Thanksgiving. Amanda, s'il te plaît, commença ma mère d'un ton las. On essaie de régler les choses. Amanda entra dans le salon d'un pas raide et remarqua les papiers étalés sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des documents financiers? J'ai dit calmement, je soutiens ce foyer depuis 5 ans. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent brièvement avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Alors tu es là pour imposer ça à tout le monde? C'est typique de Morgane, toujours vouloir prouver qu'elle est meilleure que tout le monde. Ce n'est pas pour ça que je suis ici, ai-je répondu, gardant mon calme. Je suis ici parce que je mérite le respect, et mon fils aussi. Ce qui s'est passé à Thanksgiving est inacceptable. Oh, bouh, se moqua Amanda. La pauvre Morgane n'a pas eu un Thanksgiving parfait. J'ai observé ma sœur, la regardant peut-être pour la première fois depuis des années. Derrière son hostilité, je voyais autre chose, de la douleur, de la peur et un besoin désespéré d'être reconnu. Comprendre son diagnostic m'a aidé à contextualiser son comportement, mais ne l'a pas excusé. Amanda, dis-je doucement, je suis au courant de ton diagnostic. Elle pâlit et lança un regard accusateur à nos parents. Tu lui as dit après avoir promis qu'il n'était pas obligé de le faire, ai-je répondu. Tu me l'as dit toi-même depuis des années, par tes actes, je n'avais juste pas le contexte pour comprendre. Ne me psychanalysez pas, rétorqua-t-elle. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé. Tu as raison, ai-je reconnu. Je ne le pense pas, car personne dans cette famille ne communique vraiment honnêtement. Je me suis retourné vers mes parents. Je ne suis pas venu ici pour discuter ou exiger un remboursement. Je suis venu vous informer que notre situation financière est en train de changer. Mon père se pencha en avant, soudain alerte. Que veux-tu dire? Je ne subviendrai plus aux besoins de ce foyer comme je le faisais auparavant, ai-je affirmé fermement. J'ai discuté avec mon conseiller financier et nous avons établi un plan de transition sur 6 mois. Pendant cette période, mes cotisations diminueront progressivement jusqu'à leur extinction complète. Tu ne peux pas faire ça, protesta ma mère, la panique perçant dans sa voix. La santé de ton père. Mon conseiller financier vous aidera à explorer d'autres options, ai-je continué. Prêt hypothécaire inversé, déménagement dans un logement plus petit, ajustement de votre compte de retraite. Vous avez des choix qui ne nécessitent pas de dépendre de moi. C'est à cause d'une mauvaise journée, demanda mon père, incrédule.
Un malentendu, et tu nous coupes les vivres? Ce n'est pas Thanksgiving qui compte, ai-je précisé. Thanksgiving a simplement été le moment où j'ai enfin pris conscience de notre relation. C'est le fruit d'années où je me suis prise pour acquise, où j'ai accepté mon argent tout en reconnaissant le mérite d'Amanda, où j'ai toujours privilégié ses besoins aux miens et à ceux d'Ethan. Amanda eut un ton dédaigneux. C'est donc une question d'argent, tu prouves juste ce que je dis. Je me suis tourné vers elle directement. Amanda, sais-tu qui a payé ton dernier séjour en cure? Elle leva les yeux au ciel. Maman et papa, évidemment. Non, ai-je dit doucement. Je l'ai fait, tout comme j'ai payé les 3 séjours précédents, la thérapie que tu as arrêtée après 2 séances, l'hypothèque de cette maison où tu vis actuellement sans payer de loyer. Amanda parut stupéfaite, son regard se tournant vers nos parents pour obtenir confirmation. Leur silence était une réponse suffisante. J'ai confirmé qu'ils vous ont laissé croire qu'ils vous soutenaient financièrement, tout comme ils m'ont laissé croire que vous étiez simplement difficile plutôt que de lutter contre un trouble de la personnalité limite. L'espace d'un instant, une véritable douleur traversa le visage d'Amanda avant que son rempart ne se dresse à nouveau. Et maintenant? Tu veux que je te remercie, que je vénère le sol sur lequel tu marches? Non, ai-je simplement répondu. Je veux de l'honnêteté et du respect, pour moi et pour mon fils. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes documents. Le plan de transition commence le mois prochain. Mon conseiller financier vous contactera pour discuter des options. Morgane, s'il te plaît, supplia ma mère. On ne peut pas s'en sortir sans ton aide. Tu peux, lui ai-je assuré. Vous êtes tous les deux des adultes intelligents et capables, avec des ressources et des options. Vous êtes devenus dépendants de mon soutien, mais cela ne veut pas dire que vous en avez besoin. L'expression de mon père passa de l'incrédulité à la colère. Alors c'est fini, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu t'en vas comme ça? L'ironie de votre déclaration est presque risible, ai-je dit. Je ne quitte pas cette famille. J'établis des limites qui auraient dû exister depuis longtemps. Je me suis retourné pour partir, mais Amanda m'a barré la route. Tu te crois parfaite, n'est-ce pas? Avec ta carrière réussie, ton enfant parfait et ta grande maison. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. Je sais que tu souffres, Amanda, et j'en suis désolé. Vraiment. Mais ta douleur ne te donne pas le droit d'infliger de la douleur aux autres, surtout pas à un enfant innocent de 6 ans qui adore ses grands-parents et qui a eu le cœur brisé d'être rejeté par eux. Pendant un bref instant, la honte traversa le visage d'Amanda. J'espère que tu recevras l'aide dont tu as besoin, ai-je continué, et j'espère qu'un jour nous pourrons nouer une relation fondée sur le respect mutuel. Mais en attendant, je dois me protéger, moi et mon fils. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère me suivit, les larmes aux yeux. Et Noël? Et le spectacle d'Ethan? Je m'arrêtai sur le seuil. Ethan et moi allons passer Noël à créer nos propres traditions cette année. Quant au spectacle, vous êtes les bienvenus, en tant que grands-parents respectueux de sa mère. 3 jours plus tard, j'ai reçu un long courriel d'Amanda. Au milieu de ses réactions défensives et de ses accusations, il y avait une once de réflexion sincère, elle reconnaissait que son comportement à Thanksgiving avait été déplacé et qu'elle travaillait sur la situation avec un nouveau thérapeute. Une semaine plus tard, mes parents nous ont laissé un message vocal invitant Ethan et moi à dîner, juste tous les 4. J'ai décliné, mais j'ai proposé de nous retrouver dans un lieu neutre, un restaurant, la semaine suivante. Ce dîner fut gênant et tendu, mais c'était un début. Mon père se plaignait de devoir réduire mes dépenses, ma mère me posait trop de questions indiscrètes sur ma vie. Mais ils ont tous deux fait des efforts avec Ethan, ce qui comptait le plus pour moi. Au fil du mois de décembre, j'ai maintenu mes limites avec fermeté, mais sans cruauté. J'ai assisté au spectacle de l'école d'Ethan et j'ai chaleureusement salué mes parents lorsqu'ils sont venus. J'ai décliné leur invitation de Noël, mais je les ai autorisés à venir brièvement la veille de Noël pour échanger des cadeaux avec Ethan. Petit à petit, jour après jour, je construisais une nouvelle relation avec ma famille, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Ce n'était pas facile, et de nombreuses conversations difficiles m'attendaient. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment d'être sur des bases solides. Le plus surprenant est venu d'Amanda, qui a envoyé à Ethan une carte faite main pour s'excuser de sa méchanceté le jour de la fête de la dinde et lui promettre d'être une meilleure tante. C'était un petit geste, mais il m'a donné l'espoir qu'avec le temps et un traitement approprié, même cette relation brisée pourrait un jour se rétablir.
1 mois après le désastre de Thanksgiving, Ethan et moi avions adopté une nouvelle routine. Nos matinées semblaient plus légères, comme si le poids des attentes de ma famille avait été allégé. Nous préparions des crêpes le dimanche, allions à la bibliothèque le mercredi et initions une tradition des samedis aventures, où nous explorions différents quartiers de notre ville. « Maman, est-ce qu'on peut aller au Festival des Lumières ce week-end » a demandé Ethan un matin alors que je lui préparais son déjeuner. « Absolument », répondis-je. « Et on pourrait peut-être inviter Sophie et son neveu Tyler. » Le visage d'Ethan s'illumina. « Oui. » Tyler a dit qu'il n'y était jamais allé. Mon amitié avec Sophie s'était renforcée au cours du mois dernier. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite s'était transformé en une véritable connexion. Sa gentillesse franche était rafraîchissante après des années passées à gérer la dynamique complexe de ma famille. « Morgan, tu dois arrêter de t'excuser de prendre de la place dans la vie des autres », m'avait-elle dit récemment lors d'un café. Les vraies relations ne sont pas transactionnelles. Ces mots m'étaient restés en mémoire, me faisant réaliser à quel point mon identité s'était forgée en étant responsable, en réparatrice, en soutenant financièrement ma famille. Sans ces rôles, qui étais-je ? J'avais commencé une thérapie la semaine suivant Thanksgiving, une option que j'avais envisagée pendant des années, mais que je n'avais jamais priorisée. Le docteur Lavigne m'aidait à démêler les émotions complexes entourant mes relations familiales. « Tu n'es pas responsable des problèmes de santé mentale de ta sœur », m'a-t-elle rappelé lors de notre dernière séance, « et tu ne peux pas les guérir. Il en va de même pour la dépendance financière de tes parents. » Accepter ces vérités a été un processus continu, certains jours ont été plus faciles que d'autres. Mes parents avaient d'abord réagi au plan de transition financière avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. La première réduction de l'aide avait déclenché une avalanche d'appels téléphoniques et de SMS culpabilisants. J'avais tenu bon et les avais orientés vers le conseiller financier qui cherchait sincèrement à les aider à restructurer leurs finances. « On va peut-être devoir vendre la maison », avait admis mon père à contre-cœur lors de notre dernière conversation. Vivre dans un logement plus petit pourrait être une solution pratique. J'avais répondu de manière neutre, résistant à l'envie de proposer des solutions ou des exceptions. Ce n'était pas facile de les voir lutter, mais je me rappelais que c'étaient les conséquences naturelles de leur choix, et non une punition. Ethan, résilient comme toujours, s'était adapté au changement de la dynamique familiale avec une remarquable adaptabilité. Il demandait encore des nouvelles de ses grands-parents de temps en temps, mais semblait satisfait de nos visites structurées et limitées. La dernière fois que nous les avions rencontrés pour déjeuner, il avait discuté joyeusement de l'école et de son nouvel ami Tyler, apparemment indifférent aux tensions sous-jacentes entre les adultes. Amanda avait été remarquablement absente de ces rencontres. D'après ma mère, elle se concentrait vraiment sur son traitement, suivant une thérapie 2 fois par semaine et participant à un programme ambulatoire structuré. J'avais reçu quelques autres messages de sa part, allant de sincères excuses à des piques passives-agressives. J'ai répondu au premier par des encouragements et ignoré les seconds. À l'approche de Noël, les invitations de mes parents se faisaient plus insistantes. « C'est la tradition », suppliait ma mère au téléphone. Ethan devrait être en famille pour Noël. Nous créons nos propres traditions cette année, expliquai-je pour ce qui me sembla être la 100e fois. Mais tu es le bienvenu pour le dîner du réveillon, si tu veux. À ma grande surprise, ils acceptèrent. Plus surprenant encore, ils arrivèrent alors avec des cadeaux appropriés pour Ethan, sans le ton de critique habituel. La soirée n'était pas parfaite. Mon père a fait quelques remarques acerbes sur leurs contraintes budgétaires, mais c'était gérable. Lorsqu'ils sont partis, ma mère m'a serré timidement dans ses bras. « Merci de nous avoir invités », a-t-elle dit avec une gratitude qui semblait sincère. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit couché, vibrant d'excitation pour le réveillon de Noël, je me suis assis près de notre petit sapin pour réfléchir au chemin parcouru le mois écoulé. La douleur de Thanksgiving n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de différent, un catalyseur de changement nécessaire. Pour le dîner de Noël, nous avons accueilli des amis, Sophie et son neveu, 2 couples de collègues avec leurs enfants, et Rachel et son mari. Notre maison était remplie de rires, de conversations franches et de la chaleureuse atmosphère d'une famille choisie. « C'est le plus beau Noël de tous les temps », déclara Ethan en jouant avec les autres enfants, regardant autour de lui ceux qui s'étaient présentés à nous sans condition ni attente. J'étais plutôt d'accord. En thérapie, le docteur Lavigne m'avait demandé d'identifier les leçons que j'avais tirées de Thanksgiving. Au début, mes réponses avaient été amères, ne fais pas confiance à ta famille. Tout le monde est égoïste.
Mais au fil des semaines, des prises de conscience plus nuancées ont émergé. J'avais appris que fixer des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire à des relations saines. J'avais découvert que ma valeur ne dépendait pas de ce que je pouvais apporter financièrement ou émotionnellement aux autres. J'avais compris que la famille pouvait se définir par l'amour et le respect plutôt que par les seuls liens du sang. Plus important encore, j'avais appris que briser les cycles toxiques exigeait du courage, mais apporter une paix qui valait bien une souffrance temporaire. En janvier, j'ai reçu un courriel inattendu d'Amanda. Elle déménageait dans le Colorado pour suivre un programme de traitement spécialisé pour le trouble de la personnalité limite. J'ai besoin d'un nouveau départ, m'a-t-elle écrit. Loin de la dynamique actuelle, peut-être qu'un jour nous pourrons avoir une vraie relation de sœurs, mais je dois d'abord travailler sur moi-même. C'était peut-être la communication la plus sincère que nous ayons jamais eue. Je lui souhaitais bonne chance et j'étais sincère. Mes parents s'adaptaient peu à peu à leur nouvelle réalité financière. Ils avaient mis leur maison en vente et cherchaient des appartements dans une résidence pour retraités à proximité ou une décision pratique qu'ils auraient probablement dû prendre il y a des années. Notre relation restait hésitante, mais évoluait vers un équilibre. Un soir, alors qu'Ethan et moi préparions le dîner, il m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Maman, sommes-nous toujours une famille, même si nous ne sommes que nous ?» J'ai posé la cuillère que je tenais et me suis agenouillé à sa hauteur. Absolument. Il y a des familles de toute taille et de toute forme. Parfois, c'est une maman, un papa et des enfants. Parfois, ce sont deux mamans ou deux papas. Parfois, ce sont des grands-parents qui élèvent des enfants. Et parfois, comme nous, c'est une maman et son fils formidable. Il a réfléchi, puis a hoché la tête. On est toujours une famille, juste toi et moi. C'est vrai, ai-je acquiescé en le serrant fort contre moi. Et nous avons aussi notre famille choisie, des gens comme Sophie, Tyler et Rachel qui nous aiment tels que nous sommes. Sa simple sagesse m'a rappelé ce qui comptait vraiment. L'expérience douloureuse de Thanksgiving nous avait finalement conduit vers un monde plus sain, un monde où nous étions entourés d'un amour sincère plutôt que d'une acceptation conditionnelle. Alors que je bordais Ethan dans son lit ce soir-là, j'ai réalisé que le plus beau cadeau de toute cette épreuve était la leçon qu'elle lui apporterait, qu'il méritait le respect, que les limites étaient saines et que la vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou par choix, se soutenait plutôt qu'elle ne se diminuait. Le chemin vers la guérison n'était pas terminé. Il y aurait d'autres conversations difficiles, davantage de limites à maintenir, davantage de développement à poursuivre. Mais pour la première fois depuis des années, j'abordais l'avenir avec un véritable espoir plutôt qu'avec des obligations. Parfois, la gratitude la plus profonde ne vient pas de ce que l'on donne aux autres, mais de ce que l'on s'autorise enfin à recevoir, le respect, une connexion authentique et la paix qui naît de la rupture des cycles toxiques. Et si mes parents et ma sœur comprenaient un jour vraiment cela, peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau ensemble, non par obligation ou dépendance financière, mais par respect mutuel et par une attention sincère. En attendant, Ethan et moi continuerions à créer nos propres traditions, à définir la famille selon nos propres termes. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré cela? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'il est normal de donner la priorité à son bien-être. Merci d'avoir écouté mon parcours, et n'oubliez pas, parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire, pour soi-même comme pour les autres, est d'établir des limites saines.